Puis là, aujourd'hui, on voit une vraie dérive avec l'augmentation des financements privés de grandes fondations vers de l'idéologie pure, une sorte de wokisme, où le HRP explique que, en dehors de toute base scientifique raisonnable, que l'avortement, comme on en a parlé, jusqu'à 9 mois, c'est totalement acceptable, normal, devrait être valorisé, que l'objection de conscience, c'est très grave. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'ECLJ où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un collègue, Louis-Marie Bonneau, à l'occasion de la parution de ton livre « L'OMS et le programme de reproduction humaine 1950-2020 ». Alors il faut dire que c'est publié chez L'Harmattan avec une préface d'un ancien membre du HRP dont on va parler longuement aujourd'hui. Et c'est même en fait déjà une traduction de l'édition originale qui est parue en anglais chez Ethic Press. Voilà, le même titre, avec donc Louis-Marie Bonneau et Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ. Alors on va parler démographie, vaccins stérilisants, enfin toutes les techniques de contraception étudiées ou qui existent aujourd'hui, que peut-être certains d'entre vous même utilisent, et de comment en fait l'OMS s'implique, s'investit dans ce sujet à travers justement un organe qui est très peu connu, le HRP, Human Reproduction Program. On va en traiter en long, en large. Et alors si je peux me permettre de poursuivre mon introduction, pour tout de suite te poser la première question sur l'origine de ce projet, c'est qu'on a travaillé un petit peu ensemble dessus. C'est ce fameux document qui là aussi n'est pas connu. Ce sont les lignes directrices de l'OMS sur l'avortement. Ce document est important. Si vous avez suivi le travail de l'ECLJ, on en a déjà parlé. Mais c'est en fait un document qui montre que l'OMS, en tant qu'institution internationale, promeut officiellement l'avortement comme une technique de contraception, comme un bien médical, jusqu'à terme. C'est-à-dire que dans ce document-là, qui fait 200 pages, d'un point de vue médical, l'OMS incite les États à légaliser l'avortement jusqu'à la veille de la naissance, que l'avortement soit un droit, et il conseille même les États de ne pas poursuivre les femmes qui avorteraient contre la loi, c'est-à-dire qui avorteraient de manière illégale en dehors du délai prévu par un pays. Et donc ce document en fait, nous a vraiment mis la puce à l'oreille, puisqu'on s'est dit comment l'OMS peut-elle faire autant de recommandations, parce que je parle juste de l'avortement, mais en fait il y en a plein d'autres et on ne va pas faire l'émission là-dessus. Et on s'est dit, c'est quand même bizarre et incroyable que l'OMS promeuve comme ça l'avortement, les techniques de contraception, qu'elle fasse plein de recommandations sur des choses qui n'avaient rien à voir en fait avec le purement médical. Et voilà. Et on s'est rendu compte qu'à côté du logo de l'OMS, il y a le logo du HRP. Et c'est comme ça un petit peu, si je ne me trompe pas, que... C'est comme ça qu'on a découvert ce programme, et puis que la puce nous a vraiment été mise à l'oreille. Et puis il faut savoir déjà que ce rapport a été rédigé après une promesse de don de 100 millions de dollars de la fondation Buffett à ce fameux HRP, qui a travaillé sur la rédaction de ces lignes directrices avec un certain nombre d'experts, de rédacteurs. Et on a pu prouver que plus de 65% de ces rédacteurs étaient de véritables militants de l'avortement, puisque sur leurs réseaux sociaux, notamment, ils étaient très engagés personnellement pour cette pratique. Certains avaient fait des études aussi pour calculer quel pourcentage de potassium il fallait mettre dans le cœur du fœtus pour le tuer de la manière la plus efficace, voilà, ce genre de choses. Et puis on arrivait toujours vers ce HRP qui était leader, qui était dans la rédaction de ces recommandations très extrême. C'est ça, on voit bien même au début du rapport là. En fait, on a cherché enfin, tu as cherché surtout les personnes qui ont rédigé, qui ont participé. Il s'avère qu'en fait la moitié, un tiers, un quart travaillent au planning familial Oui, oui. pour des organisations. Alors, sans faire tout un retour historique trop long, le HRP c'est quoi en fait, Marie? Le HRP, c'est une réponse à une peur, avant tout. En 1950, l'ONU craignait vraiment que l'accroissement de la démographie mondiale, de la population sur la Terre, conduise à une grave crise économique et une grave crise de développement. Et puis l'OMS, qui est un organe de l'ONU, craignait aussi que cette crise démographique arrive à une crise sanitaire. Mhm. Donc on a différents
conférences sur la population qui ont été élaborées à partir de 1950 pour essayer d'étudier ce phénomène d'accroissement. Certains auteurs ont écrit sur le sujet. On peut parler par exemple du livre de Population Bomb, la bombe humaine, qui a été publié en 1968 et qui expliquait que si la population continuait de croître comme ça, 10, 20 ans après, l'humanité allait finir dans des famines épouvantables, voire dans une guerre thermonucléaire. Donc il y a vraiment cette crainte. Et donc l'OMS a décidé avec l'ONU et différents partenaires qui ont financé le programme de créer un organe en 1970 de recherche scientifique sur la reproduction humaine pour trouver des méthodes techniques, médicales, de réduire la fertilité humaine. Et donc, c'est comme ça qu'avec les financements de certains pays scandinaves, de la Fondation Ford, des groupes de travail ont été mis en place au sein de ce programme de reproduction humaine pour élaborer tous les contraceptifs qu'on connaît aujourd'hui et qui sont disponibles dans vos pharmacies, contraceptifs et abortifs. Donc le HRP, c'est vraiment en fait je sais pas un think tank, mais un institut qui a travaillé sur toutes les méthodes contraceptives de stérilisation possibles à promouvoir pour la planète entière en fait. Exactement, donc avec des scientifiques de haut niveau qui ont étudié, voilà, si je prends telle molécule, telle prostaglandine, comment faire pour quel ait le meilleur effet abortif, tel stérilet, quelle dose faut-il mettre d'hormones à l'intérieur pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de grossesse. Donc ils ont vraiment fait ça, et puis ils ont aussi fait des tests un petit peu plus peut-être controversés pour le public qui pourrait nous écouter, sur des méthodes d'acceptabilité des méthodes comportementales pour s'assurer que les méthodes qu'ils mettaient en place, qui étaient nouvelles, soient acceptées par les différentes populations et en particulier dans les pays pauvres, qui étaient vraiment la cible. Les pays pauvres en développement, ce qui est d'autant plus choquant que les financeurs ont une tradition quand même eugéniste. On pense aux pays scandinaves. Et donc, c'est vraiment pas neutre pour ces pays-là de s'intéresser à la démographie des pays pauvres en réalité. En fait, tout ce programme est principalement orienté en fait pour l'Afrique. C'est ça L'Inde, la Chine voilà, et l'Afrique. Ouais. Donc les pays qui ont le plus gros. Qui à cette époque-là grosse natalité. étaient la plus grosse natalité et étaient les plus pauvres. Alors, ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est donc que tu listes toutes ces techniques sur lesquelles le HRP a travaillé pour réduire la population mondiale. Et quand on les prend aujourd'hui, c'est vraiment intéressant puisqu'il y en a certains qui sont évidents, qu'on connaît tous, qui sont disponibles. Donc les dispositifs intra-utérins, principalement le stérilet. Les dispositifs hormonaux implantables. Bon. La stérilisation. C'est une petite pastille qu'on vous injecte sous la peau du bras aujourd'hui. Donc c'est une stérilisation de longue durée, sur plusieurs mois. Comme ça, la femme va pouvoir recevoir une contraception hormonale En continu. En continu. Donc c'est mieux que la pilule puisqu'elle n'a pas besoin de penser à prendre tous les jours la pilule. Alors la stérilisation, ça on va y revenir. Mais alors surtout celui qui retient mon attention, forcément, c'est les vaccins contraceptifs. C'est pas du fantasme, ça, les vaccins contraceptifs? Le HRP a voulu étudier vraiment toutes les méthodes possibles. Donc, ils ont systématiquement étudié une dizaine de méthodes possibles. Et parmi celles-ci, effectivement, il y avait des vaccins contraceptifs. Et donc, c'est basé sur des sources historiques. Et puis, il y a encore des recherches scientifiques sur le domaine aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout un fantasme, c'est tout à fait clair. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. Ils ont vraiment travaillé dessus, on sait combien ça a coûté, on sait qui a travaillé dessus, où, comment, quand. La méthodologie, c'est de s'attaquer aux hormones, aux protéines plutôt, qui permettent la nidation du fœtus. Bon, c'est une des techniques, mais c'est celle qui était la plus étudiée. Et donc, en étant immunisée, si la femme est immunisée contre cette protéine, elle ne peut plus la produire, donc l'embryon ne peut plus s'implanter, et donc ça fait une fausse couche de fait. Et donc on a un vaccin contraceptif de longue durée. Alors est-ce que ça marche? Alors il y a eu des études qui ont été menées en Australie, dans les pays du Nord. Pour le moment, ils n'ont pas réussi
à aller au bout de ses études. Donc les vaccins contraceptifs ne sont pas aujourd'hui sur le marché, même si des études se poursuivent encore pour tenter de trouver la solution. En fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il planche, mais Oui, c'est juste, ça n'a pas abouti a ça n'a pas priori abouti, selon il y a les une, informations voilà, officielles. il y a une complexité. Une complexité, c'est difficile d'aboutir à un produit satisfaisant, qui soit efficace et sûr selon leur terminologie. Donc il n'est pas encore sur les marchés, mais il y a encore des études menées. Voilà, donc bon, bah, les techniques d'avortement aussi, hein, puisqu'il y a celles par aspiration ou par Bah là, ils aide ont travaillé sur des médicale. molécules, donc les prostaglandines, ou les, les protéines, les hormones qu'on connaît aujourd'hui, la mifépristone, misoprostol, qui permettent de déclencher l'avortement, ont été développées dans le cadre du HRP, et même combinées dans des pilules uniques pour que ce soit plus simple. Il y a toujours une idée de simplification. Ouais. Euh, pour les femmes, voilà, faire en sorte que l'air contraceptif, que quelque part, le Graal pour ces chercheurs, c'est de faire en sorte que la contraception soit indépendante de la volonté des femmes. La stérilisation, c'est idéal, le vaccin contraceptif, c'est idéal, parce que les femmes n'ont rien à penser. Euh, elles sont voilà, rendues infertiles de fait par une action extérieure de spécialistes qui veulent leur bien évidemment. C'est ça, si je me souviens bien, le vaccin contraceptif, l'idéal, c'était d'avoir quelque chose à prendre tous les 2 ans. Oui, voilà, c'est ça, tous les Donc, ans. Et puis voilà, l'implant sous-cutané contraceptif, c'est la même logique. et, alors, et puis les contraceptifs masculins aussi qui existent, sur lesquels Oui. ils travaillent. Avec, Euh, voilà, ils ont tenté de travailler dessus. Trop d'effets secondaires, donc ça n'a pas abouti de manière probante. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore dans les pharmacies ce type de contraceptif. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu l'as juste évoqué, mais j'aimerais qu'on aille plus loin, dans ce que tu as dit tout à l'heure sur le HRP, qui a non seulement donc travaillé à développer tout le panel contraceptif qu'on connaît aujourd'hui, et même qui continue de le faire, et en même temps travailler sur l'acceptabilité Ouais. de ces méthodes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ils ont cherché à rendre acceptable? Est-ce qu'ils ont fait des campagnes, etc. Ils ont surtout fait des études. Le Mhm. HRP, c'est pas un programme d'action, c'est un programme de recherche. Et donc, ils ont créé des groupes de travail sur la psychologie, sur la manière dont sont perçus les différents contraceptifs en fonction de la culture des personnes, en fonction de leur âge. Et donc, on a j'ai pu trouver comme ça des questionnaires, par exemple, de dizaines et de dizaines de pages qui étaient proposés à des professionnels de santé, enfin, qu'on demandait aux professionnels de santé de mettre en œuvre dans certains pays, en Inde, par exemple, pour demander aux femmes, voilà, vous avez tel âge, quels sont, voilà, Là, parce que ce qui est impressionnant, c'est si on part factuellement de deux faits à longue distance. J'ai encore vu récemment sur la célèbre chaîne Archive INA un reportage sur l'acceptabilité de la pilule chez les femmes dans les années 60 en France. Et en fait, dans les années 60 en France, la majorité, l'écrasante majorité des femmes ne souhaitent pas de contraceptif oral sous le nom de la pilule. Parce que, alors je ne connaissais pas l'expression, elles disent c'est pour une Marie couche-toi là, avec les tirets, Hmm. pour dire en fait, bah, c'est un truc de. Enfin, elles disent pas que c'est quelque chose pour les prostituées, mais voilà, en fait, c'est pour avoir des relations sexuelles avec plein de gens et pour pas assumer les conséquences. Donc il y a une vraie réprobation morale encore au début des années 60 chez la majorité des femmes françaises. Aujourd'hui, pour une gynécologue après un accouchement, ne pas proposer à la femme qui vient d'accoucher de prendre des contraceptifs, ce serait une faute professionnelle. Et on est passé à, je crois, 98% des femmes en France sous contraceptifs. Et alors, est-ce que le HRP a eu une influence vraiment dans, je donne l'exemple de la Ouais, France, mais ouais. c'est pareil dans tout l'Occident, on est passé d'un quelque chose de complètement inaccepté socialement à quelque chose de totalement accepté socialement. Le HRP a mis en place un discours marketing formidable qui fonctionne très bien encore aujourd'hui. C'est celui des droits des femmes, des droits sexuels et reproductifs, comme ils les appellent. Et donc en 1994, au moment de la conférence du Caire notamment, euh, on a eu les mots contraception et avortement qui sont vraiment devenus synonymes de droits des femmes,
de droits de l'homme. Et aujourd'hui, pour les gens, prendre la contraception, c'est un droit de l'homme, c'est un droit de la femme, c'est émancipateur. Euh, et donc c'est vraiment ce discours que le HRP a réussi à implanter dans la tête des gens dans le monde, euh, avec cette idée sous-jacente, cachée, de réduction démographique, qui est toujours là. L'objectif est toujours le même, mais le discours est centré sur les droits de l'homme. Et Oui, parce aujourd'hui, que le HRP n'a pas été créé pour défendre les droits des femmes. Il a été créé pour réduire la population mondiale. Ça, c'est tout un à fait. objectif Oui, oui. qui est... Et pour des raisons économiques, de manière générale pour des raisons matérialistes, donc économiques, de santé, et aujourd'hui pour des raisons écologiques. Donc on se souvient par exemple de cette campagne au Canada, il y a quelques années, qui disait que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son premier enfant, c'est de ne pas en avoir de deuxième. C'est la campagne Une planète, un enfant. Mm. Et c'est un nouveau discours qui se place facilement et qui fonctionne bien auprès du grand public. Mhm. C'est intéressant ce glissement, une planète, un enfant, puisque il y a eu la politique de l'enfant unique en Chine. C'était forcé, mais aujourd'hui, c'est les personnes qui l'ont intégré d'eux-mêmes, Ouais. qui pour la planète et pour leur propre liberté, pour pouvoir jouir de leur autonomie, pour pouvoir jouir, euh, avoir une vie prospère euh, et sans entrave, choisissent de ne pas avoir d'enfants. Oui, ça. Et on a vu des phénomènes auxquels on n'aurait pas pensé aux États-Unis très récemment, où après la fin, la remise en cause de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême, on a des milliers de jeunes qui ont désiré se faire stériliser. On a eu une explosion des demandes de stérilisation Par crainte de par tomber crainte de tomber enceinte. enceinte et ne pas pouvoir avorter. Mhm. Euh, mais c'est une Ça, quelque crainte. part, c'est le fruit, selon toi, du HRP, en fait. C'est le fruit c'est l'esprit du temps. Oui, Et puis le HRP a proposé les méthodes pour accompagner ça, c'est ça. les méthodes techniques. Ouais. Tout à fait. Et alors, dernière question, pareil, l'idéologie, les pays qui financent cela. Il y a quand même une critique intéressante et importante à faire, c'est que à la base, dans les années 70, tu disais, c'est le malthusianisme qui est à l'origine de ça. Et donc le malthusianisme, il faut le rappeler, c'est la peur que les ressources naturelles de la planète ne soient pas suffisantes pour nourrir tout le monde. Ouais. Il y a Malthus disait, il y a une croissance des moyens de production, mais l'augmentation de la population va trop vite. Il y a un moment où en fait il y aura trop de monde et pas assez de nourriture. Et ça aujourd'hui, on sait que c'est faux. Si on voulait, en fait, avec les moyens de production qu'on a et même ce qu'on produit quotidiennement aujourd'hui, en fait, je crois qu'on pourrait nourrir 10 milliards d'êtres humains. Donc, il n'y a pas du tout de risque ou de crise de malnutrition. S'il y a de la malnutrition, c'est avant tout une question de répartition de, de richesse. Est-ce que tu penses que finalement l'écologie, avoir un seul enfant au nom de la planète, ça a remplacé la peur malthusienne comme une justification finalement toujours de lutter contre la croissance démographique? Ouais, c'est une vraie justification aujourd'hui, oui. Alors, On peut même penser que quelque part c'est un prétexte. Mhm. Euh, Aujourd'hui, les populations, le- ce qu'on- l'idéal qu'on propose à l'homme aujourd'hui, c'est de vivre seul et de vivre autonome, de jouir de lui-même quelque part. Mhm. Oui, Peu c'est pas de faire importe, une grande pas de famille, faire une grande famille pas d'avoir. et puis quelque part de se donner pour cette famille. Mhm. Donc, Et qui finance ça alors? Qui promeut ce HRP? Est-ce que ça fait partie de l'OMS? Il y a des gens, il y a des donateurs spéciaux? alors le HRP est un programme conjoint qui est hébergé par l'OMS, conjoint avec d'autres organisations qui sont très intéressées sur la question de population, comme le FNUAP, le Fonds des Nations Unies sur la population, puis l'UNICEF, un certain nombre d'autres organismes de l'ONU, et puis il est assez peu financé par euh, ses partenaires. Oui. Il est davantage financé par des fonds extérieurs venant de moins en moins d'États. Initialement, c'était quand même des États.
donc les États riches du Nord souvent, la Suède, les pays scandinaves, etc. Et puis de fondations privées qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Donc au début, on avait quelques financements de la fondation Ford. Puis là, en 2019, une promesse de don de 100 millions de dollars de la fondation Buffett. 100 millions, parce que j'allais te demander combien à peu On a près. aussi la fondation Gates qui finance. Mais 100 millions, c'est quand même 10% de tous les fonds que le programme a reçus depuis sa création. D'accord. Depuis sa création, entre 1970 et 2020, le programme a reçu à peu près 1 milliard de fonds. D'accord. Et Buffett vient de donner 100 millions de dollars en plus. Bah alors, comment tu vois l'avenir du HRP? Il continue de faire son travail, il continue de faire des études, ou c'est quelque chose qui a été... Bah, le HRP, c'est quand même détourné des questions de recherche scientifique. Dans les années 2000, on voit vraiment un vrai essoufflement de la recherche parce que les méthodes ont globalement été trouvées, développées. Mhm. Ils ont leur, voilà, leur base médicamenteuse pour stériliser, faire de la contraception, des avortements, etc. Euh, Ensuite, jusqu'en 2010, ils se sont quand même plus intéressés à des aspects, à des recherches sociologiques, peut-être plus sur l'acceptabilité, comme on en a parlé. Mhm. Puis là, aujourd'hui, on voit une vraie dérive avec l'augmentation des financements privés de grandes fondations euh, vers de l'idéologie pure, euh, du sorte de wokisme, où Ok. le HRP explique que en dehors de toute base scientifique raisonnable, que l'avortement, comme on en a parlé, jusqu'à 9 mois, c'est totalement acceptable, normal, devrait être valorisé, que l'objection de conscience, c'est très grave, euh, Oui. voilà, etc., etc. Et donc ça, c'est la vraie dérive qu'on voit depuis quelques années, mais toujours avec l'autorité scientifique que lui confère l'OMS et qu'elle arrive à imposer aux États. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Louis-Marie, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent aller plus loin et tout connaître de ce programme de reproduction humaine du HRP, c'est publié chez L'Harmattan. Voilà, merci beaucoup Merci beaucoup. Louis-Marie.